Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'art. Alors, c'est la question du français qui est hors Québec, au Québec, qui occupe l'actualité ces jours-ci. Et on découvrait donc il y a je sais hier en fait, que dans des écoles québécoises francophones, tout simplement, on ne parle pas français, sauf lorsqu'on est tout obligé en quelque sorte. Et pour en parler, pour analyser la chose, nous recevons évidemment notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, on ne parle pas français dans les écoles francophones au Québec aujourd'hui. Comment tu interprètes ça? Ben, j'interprétais. Moi, je vois dans cette donnée la preuve de la complexité de réussir à assurer la pérennité du français et assurer son importance dans l'imaginaire collectif. On a beaucoup parlé du rôle de l'immigration dans l'anglicisation de Montréal, etc. Mais je pense que cet exemple-là et ce fait-là illustre aussi le désintérêt des jeunes générations pour le français comme élément identitaire. Ce n'est devenu qu'une langue. Et ça, je suis pas certaine, moi, qu'on peut majoritairement blâmer l'immigration pour ce facteur-là. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Je pense que ça illustre, entre autres, l'omniprésence et l'impact profond qu'a eu cette espèce de globalisation culturelle via le monde numérique, où finalement, les jeunes maintenant n'écoutent plus la télé en français comme on le faisait moi à mon époque, et où tout leur imaginaire culturel qui est propre à l'adolescence, là, s'opère principalement en anglais sur des plateformes numériques internationales et où est-ce qu'il y a une certaine complaisance auprès de la génération des parents qui fait que moi, j'ai été ahurie de lire dans cet article du Journal de Montréal qu'il y a des élèves francophones qui parlaient en anglais à leurs parents à la maison. Là, je veux dire, quand on en est rendu là, on se demande ce que ça va prendre là, pour assurer la pérennité du français. Oui, mais attends un instant. Tu dis qu'il ne faut pas mettre trop l'accent sur l'immigration à travers ça. Non, je Mais dis le pas. fait est que... Vas-y. Vas-y. Alors, moi, je dis, l'élément, l'immigration, c'est le suivant. C'est que oui, ils viennent vers des écoles francophones, mais ce sont souvent des jeunes issus de l'immigration, très majoritairement dans ces classes, où la part de la majorité historique francophone, les Canadiens français, les de souche, on ne sait plus comment les nommer, est très minoritaire. Donc oui, ils sont à l'école francophone, mais l'école francophone n'a pas réussi à les franciser en profondeur. Oui, mais il faut se questionner sur pourquoi l'école francophone ne réussit pas à les franciser en profondeur. Et je pense que c'est un élément de la réflexion qu'on a mis de côté parce qu'il est vraiment tout en nuances, puis je prétendrai pas avoir les réponses. Mais je vais te donner un exemple, OK? Moi, je suis allée à l'école francophone chez les sœurs, mais j'étais quand même chez les sœurs à Westmount. Et les Canadiennes françaises, là, pure laine comme moi, là, on était une minorité dans l'école. Donc, la majorité des élèves dans ma classe étaient essentiellement des enfants issus de l'immigration. Leurs parents avaient immigré ici, donc c'était vraiment des Québécois. Certains étaient nés ici, d'autres non, mais c'était vraiment le tout début de la deuxième génération. Ces élèves-là parlaient pas français à la maison, au contraire. Ils parlaient portugais, ils parlaient perse, ils parlaient anglais, ils parlaient italien, ils parlaient toutes les langues sauf le français. Puis pourtant, c'est une école où on ne parlait qu'en français, où les référents culturels, le matin, quand on rentrait à l'école, on se parlait du dernier épisode de Lancer compte, des filles de Caleb. Tout le monde communiait à la même réalité culturelle et ensuite, la très forte majorité des élèves sont allés faire leur cégep en français, que ce soit à Bois-de-Boulogne, à Grasset, à Maisonneuve, à Brébeuf ou quoi que ce soit. Puis, en bout de ligne, c'est pas la majorité qui s'est ramassée à l'université en anglais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait un basculement dans la réalité où les enfants des immigrants
bascule à ne plus s'identifier à la culture dominante et à ce que les francophones qui côtoient ces réalités-là basculent à ne plus comprendre et être habités par la réalité de leur identité québécoise et de l'importance de parler français, etc. Et je pense que si on n'est pas capable d'élucider qu'est-ce qui est arrivé entre ces années fin 80, début 90 et maintenant, tu vas me dire qu'il y a plus d'immigrants, peut-être, mais il est arrivé aussi, je pense, très certainement, un basculement dans l'identité québécoise et dans la valeur intrinsèque pour les francophones de Montréal de poursuivre le combat que leurs parents avaient mené. C'est intéressant. Tu dis qu'il est élucidé. Effectivement, il y a beaucoup plus d'immigrés aujourd'hui, proportionnellement et au total, aujourd'hui, qu'à la fin des années 80, début des années 90. Un. Deux, la loi 101 était encore dans sa dynamique d'affirmation, elle était puissante, elle a été déconstruite et démantelée. Trois, le nationalisme était encore dans sa dynamique d'affirmation des années 60. Ensuite, il a été vaincu par l'échec référendaire de 90. Donc, il y a plusieurs éléments. Oui, il y a Netflix et compagnie, tout ce qu'on veut. Oui, mais donc, ce n'est pas que l'immigration. Moi ce que je trouve important dans ce débat-là, c'est que ce que révèle ce reportage super intéressant sur la diversité et la nuance du rapport au français chez les élèves francophones, parce que c'est de là que ça part, c'est que finalement, il y a quelque chose de plus complexe. Je trouve que c'est réducteur de la part du gouvernement. Moi, quand j'entends le ministre dire « Ah ben oui, mais c'est parce qu'il y a trop de demandeurs d'asile, etc. » Excusez-moi, c'est plus compliqué que ça. La réalité, c'est que je suis d'accord avec toi que l'élément du nationalisme québécois, est-ce qu'il a été étouffé, est-ce qu'il a été mis au rencard comme quelque chose de galeux, de honteux, etc. Et c'est ce qui a contribué à cet affaissement de la défense du français dans la société en général. Je crois probablement que oui. Mais donc, pour réussir à renchausser le français et à lui redonner son vecteur identitaire profond, même à Montréal, il faut travailler aussi et énormément auprès des francophones. Parce qu'il est là le risque en vérité. Ouais. Le risque, c'est que les francophones arrêtent de trouver que c'est important, que les francophones cessent de trouver que c'est un combat qui est essentiel, qui est légitime et qui est pertinent. Le risque, c'est que les francophones ne se formalisent plus quand ils se font accueillir par Bonjour Hi et qui ne tournent pas les talons quand on les sert en anglais dans un commerce à Montréal. Il est là le problème. Mais, alors, je me permets d'insister sur mon facteur parce que tu dis complexité. J'entends la complexité, mais trop souvent, le mot complexité sert à laisser de côté l'élément dominant. Quand dans une classe à Montréal, tu as 85% de la traverse côté Touchette-Tanguay, puis 15% ou 20% de gens issus de l'immigration, l'assimilation culturelle et linguistique aux francophones va de soi. Quand le poids des francophones de souche, de vieille souche, entre guillemets, ou assimilés, baisse à 60, 50, 40, bien on assiste à une inversion de l'intégration linguistique. Et ça, quoi qu'on dise, l'élément central, c'est pas une leçon de fierté ou tout ça. C'est un élément démographique que si on ne contrôle pas cet élément-là, tous les autres, c'est des détails, tous les autres, c'est des variables secondaires. Certes, mais ça ne suffit pas à expliquer le problème. Écoute ce que te disait ton invité précédent, M. Charbonneau, qui te parlait de la réalité en Outaouais. La réalité, c'est que c'est une région du Québec où il n'y a pas du tout le niveau d'immigration qu'on voit, par exemple, à Montréal, et que dans des écoles où ce sont principalement des Québécois, Canadiens, Français qui vont à l'école, on se parle anglais dans les couloirs. Donc, il y a un problème qui va... Tout ce que j'essaie de dire, c'est que le problème va au-delà de la question de l'immigration et qu'on ne pourra pas le régler si on ne s'attaque pas à mener cette campagne-là, cette réflexion-là, cette prise de conscience-là auprès des francophones. Parce qu'il fut une époque où même dans une école où les francophones de souche étaient minoritaires, la question ne se posait pas. Parce que ce facteur identitaire, comme le français étant le seul référent culturel valable au Québec,
prévalait à cette époque-là. Et maintenant, c'est tellement dilué comme notion que même dans des régions où il n'y a pas le même niveau d'immigration, ce facteur-là est profondément miné et les jeunes adoptent l'anglais. Et donc, si on n'est pas capable de résoudre ce problème-là avant tout, ben on ne pourra pas le résoudre. On ne peut pas convaincre les immigrants d'adopter le français comme langue de leur nouvelle identité en Amérique du Nord, au Québec, si nous-mêmes, les francophones, on n'en est pas convaincus. Et je crois qu'il est là le problème sur l'île de Montréal. Il est là le problème dans les régions où il y a plus d'anglophones pour plusieurs facteurs. C'est que si les Québécois eux-mêmes ne sont pas capables de le ressentir, de le vivre et de l'imposer, mais dans ce moment-là, on ne pourra jamais convaincre les immigrants de l'adopter comme ils l'ont fait à une autre époque. Alors, cela dit, on peut décider d'avoir beaucoup moins d'immigrants, ce qui va faciliter la francisation. Cela dit, je te conduis sur la question du cégep français. Moi, au début des années 2000, en 2000, je diffusais des tracts dans les congrès du Parti québécois pour le cégep français. Puis à l'époque, on se faisait traiter de radicaux, puis d'extrémistes, puis tout ça. Et puis toi, l'an passé, il y a 2-3 ans, tu t'es rallié au cégep français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Converti. Ah oui, mais que s'est-il passé pour que quelqu'un comme toi se rallie au cégep français? Ben, ce qui s'est passé, entre autres, c'est la question de la place du français dans la société et de la dominance de l'anglais sur l'île de Montréal. Moi, je pense qu'on peut, c'est la question de la domination culturelle, de la force des universités anglophones à Montréal. Puis, je suis allée à McGill, là, donc, tu sais, je fais pas du mange McGill, là, parce que c'est populaire. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement du Québec a imposé une espèce de plafonnement déraisonnable et universel à tous les frais de scolarité, alors où ça coûte le même prix faire tes études en littérature, où tout ce que tu as besoin, c'est des livres et un tableau, et faire tes études en médecine, où le niveau d'infrastructure, de recherche, de tout le reste qui vient avec est 1000 fois plus grand. Mais là, c'est sûr que le compromis, ça a été de dire aux universités anglophones et aux universités en général, c'est le bar ouvert, vous pourrez venir autant d'étudiants étrangers que vous voulez. Donc, on a augmenté le poids de cette réalité anglophone au cœur du centre-ville de Montréal et de ce fait même, on a libéralisé l'accès au cégep anglophone qui est vu et qui est devenu un facteur d'avancement professionnel. Les parents de la bourgeoisie canadienne-française envoient leurs enfants au cégep en anglais parce qu'on se dit, comme ça, ils vont pouvoir entrer à McGill, comme ça, ils vont pouvoir avoir des bonnes carrières, c'est mieux. Mais le problème, et il est réel, c'est que, veut pas, c'est à l'âge du cégep que tu commences à apprendre à réfléchir, à te créer une identité culturelle, idéologique, sociale. Et donc, ça naît cette réalité-là au cégep et ça se consolide ensuite à l'université. Alors, à partir du moment où la loi 101 ne suffit plus à assurer la pérennité du français sur l'île de Montréal, mais il faut continuer à regarder sur des mesures aussi structurantes dans l'époque d'aujourd'hui que la loi 101 l'était à l'époque où elle a été adoptée, je te dirais. En 10 secondes, si on l'avait appliqué là, il y a 20 ans, on serait moins dans la chenoute aujourd'hui. Ben oui, moi je crois que oui, absolument. Puis à tous ceux qui disent que c'est débile, que les jeunes, que c'est du poste secondaire, que c'est des études supérieures, je m'excuse, mais dans tous les autres pays du monde, l'âge où on est au cégep au Québec, ben on est encore dans des lycées, on est encore au secondaire en Ontario, on est encore au secondaire. Alors, je vois pas pourquoi, soudainement, on n'est pas capable de traiter le cégep comme une extension du secondaire plutôt que comme un élargissement des études supérieures. Et ça aussi, ça fait partie de la logique. Alors, Emmanuel Latraverse, merci infiniment pour ton temps. On se reparle demain. Au revoir.